Ouais. Voilà, bah, écoutez, déjà, bonjour à tous. Merci d'être venus une nouvelle fois. Alors, cette semaine, nous avons un point sur la pandémie du Covid-19, parce que comme vous le savez, c'est un virus qui évolue beaucoup et c'est important effectivement d'avoir des informations qui sont cadrées, éclairantes. Et pour ce faire, donc Dominique Salmon, qui est donc à la fois à l'Hôtel Dieu et à Cochin et présidente du Corévi, se colle à la tâche de réactualiser régulièrement pour que vous ayez des informations qui soient vraiment le plus pertinentes. Et puis, Dominique va dérouler ses slides. Et puis après, Dominique, ça serait, si tu pouvais aussi nous donner un petit éclairage de comment ça se passe aujourd'hui à l'hôpital avant le déconfinement, parce qu'on le rappelle, le déconfinement va avoir lieu d'ici donc une semaine, peut-être, puisqu'on va avoir donc les informations donc le 7 mai sur est-ce qu'il y aura vraiment un déconfinement et dans quelles conditions. Aujourd'hui, on ne sait pas trop. Mais déjà, ce qu'on sait, c'est déjà ce que tu vas nous donner donc dans ton PowerPoint qui a été réactualisé encore ce matin à 10h50. Comme ça, on sait que Dominique, elle a les informations les plus pertinentes. Alors, Dominique, elle a Mhm. plusieurs casquettes. Elle a la casquette, effectivement, donc, de professeur médecin infectiologue donc, au sein de l'Hôtel Dieu et puis aussi de présidente du Corévi. Et donc, elle est à la fois sur le terrain, puisque c'est elle qui gère donc, tout un tas d'équipes sur le terrain, et puis moi, en tant que vice-président, qui est donc plus un rôle de back-office. Et donc, on forme un bon binôme. Et on avait donc souhaité proposer ces webconférences aussi pour apporter un éclairage au plus proche de la réalité donc de terrain. Dominique, je te laisse du coup démarrer ton PowerPoint. Voilà, bonjour à tous. Et à nouveau, ça fait vraiment plaisir de vous voir tous les uns et les autres en forme globalement, hein. Donc, je pense que ça va. Donc, je vais vous faire un point sur la pandémie, mais c'est pas un point global, hein, loin s'en faut. Et je vais pas du tout reprendre les slides précédentes. Il y a tellement de choses qui sont publiées tous les jours, si vous voulez, que je vais prendre quelques petits thèmes. Et puis, en fonction de vos questions, on pourra aborder d'autres thèmes après. Donc, parmi ces thématiques, il y a un petit point d'épidémiologie, un point sur les sérologies, un petit point sur le portage du virus, et puis un point thérapeutique. En fait, c'est les questions qui nous sont le plus souvent posées. Alors, déjà, cette la diapo suivante, on va rester un petit peu là-dessus. Je ne vais pas vous montrer les diapos que vous voyez très souvent à la télévision. Vous voyez, ça, c'est le nombre total de cas confirmés de Covid. Il est de plus de 3,6 millions à ce jour. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la dynamique dans les différents pays. Donc, vous voyez que cette courbe, elle a une augmentation très raide au départ. Et maintenant, quels que soient les pays, ça s'aplatit. Donc, il n'y a pas encore de diminution. Et d'ailleurs, il n'y en aura jamais, puisque ça, c'est les cas cumulés. Donc, c'est les cas qui surviennent les uns après les autres. Donc, forcément, ça ne diminue pas, puisque même il suffit qu'il y ait un cas pour que la courbe soit plate. Mais on voit qu'après cette pente très raide, elle s'aplanit dans les différents pays. Même aux États-Unis, qui est le pays où la croissance est le plus rapide, ça s'aplanit. Vous voyez qu'en Espagne, Italie et France, c'est les trois pays suivants, ça s'aplanit aussi. Là où ça monte encore de façon très raide, c'est au Brésil, Pérou, Équateur. Et puis en Afrique, on voit que c'est beaucoup plus bas. Donc cette diapo, elle montre aussi la différence d'impact en fonction des continents. On voit très bien que les pays en bleu, c'est les pays européens, c'est là où il y a eu un impact vraiment très, très important. Ensuite, c'est l'Amérique du Sud, hein, le Brésil, Pérou, Équateur, Chili, il y a vraiment beaucoup de cas. Et puis, curieusement, vous voyez qu'en Asie, il y a un impact qui est beaucoup moins important. Est-ce que c'est les mesures de confinement qu'elles ont bien gérées, de dépistage ou autre chose, une sensibilité génétique, on ne sait pas. Et pareil en Afrique, alors qu'on s'attendait à ce que ce soit la catastrophe, on avait même prévenu nos collègues africains en leur disant préparez-vous, préparez-vous. Ils ont vidé des hôpitaux, ils ont mis à disposition des hôpitaux pour le Covid. Eh bien, il n'y a pas eu d'explosion. Donc, il y a beaucoup d'inconnus sur cette courbe, montre qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. Oui. Est-ce qu'il y a des différences climatiques importantes qui expliquent qu'en Afrique, pour l'instant, le virus ne circule pas, il circulera? Est-ce que c'est parce qu'il a déjà circulé avant, comme nous disent certains collègues? C'est assez complexe. Hein, mais bien que, quand on regarde la courbe, ça puisse paraître inquiétant, vous voyez quand même cette inclinaison, hein, qui montre qu'on est arrivé à un sommet pour l'instant. Hein. Donc, la suivante, voilà. Alors, voilà, ça, c'est une diapo très importante qui n'est jamais montrée, parce que sinon, on a peut-être peur que les gens soient déconfinés.
mais c'est vraiment très important. Vous voyez qu'on a commencé cette épidémie fin février, vers le 20 février. Il y a eu un pic très important atteint fin mars et puis mi-avril. Et ça, vous avez le nombre de cas confirmés par jour. Hein, donc, on avait plus de 7000 cas confirmés par jour. Et depuis, on a une diminution très rapide. Et là, ça, c'est les cas confirmés, hein, cas confirmés par PCR. Donc, on peut dire que même dans la population, avec les cas non confirmés, il y a peut-être maximum 10 fois plus, mais pas plus. Hein. On a une diminution très rapide. Et nous, on le ressent beaucoup à l'Hôtel-Dieu. On a eu un moment donné où on travaillait tous les jours, week-end compris, jusqu'à 9 h du soir. Et là, on se retrouve quelquefois avec 30 cas de Covid confirmés par jour. Hein. Donc, il y a beaucoup d'autres activités parce qu'on s'occupe aussi des maisons de retraite, on s'occupe des sérologies chez les soignants. Donc, il y a d'autres activités. Mais vous voyez, ça, c'est très rassurant. Et donc, les modèles mathématiques avaient prédit que vers le 11 mai, il y aurait quasiment plus de cas confirmés, ou moins d'une centaine. Et donc, raisonnablement, on pourrait recommencer à reprendre des activités tout en surveillant de façon très importante ce qui va se passer. Cette courbe des nouveaux cas est importante. Si on voit que la courbe des nouveaux cas remonte vers le haut, il faudra peut-être reprendre des mesures drastiques, confinement ou autre. Hein. Voilà. Donc, Dominique, cette courbe, elle est importante. Il ne faut jamais… Tu parles de tests Là, je parle des tests PCR. Hein. Oui, tu peux expliquer ce que c'est? Alors, les tests PCR, on en a parlé il y a 3 semaines, hein, si vous savez, c'est de mettre un écouvillon dans le nasopharynx et cet écouvillon de l'envoyer en laboratoire de virologie pour retrouver le virus directement par PCR. Hein. Donc, ça, c'est le nombre de cas confirmés par PCR, en sachant qu'il y a des cas très probables une PCR négative, parce que ce n'est pas un test performant à 100%, mais plutôt à 70%. Et puis, il y a beaucoup de gens qui font du Covid et qui ne se présentent même pas dans un hôpital pour faire un test. Donc, c'est sous-estimé, c'est certain, mais les tendances sont importantes. Et ça, c'est des tendances qu'on observe dans les autres pays européens également. Donc, ça, c'est le côté assez rassurant. Alors, est-ce que c'est juste le confinement qui a donné ça? C'est probable que le confinement a eu un très grand rôle. Mais les chercheurs se demandent s'il n'y a pas aussi une dynamique propre du virus. Les coronavirus, c'est des virus qui sont surtout hivernaux. Donc, au bout d'un moment, on ne sait pas pourquoi. C'est comme la grippe, ça finit par disparaître. Donc, ça, j'en ai beaucoup discuté avec les gens de Pasteur en leur demandant leur avis. Leur avis, c'est qu'il y a peut-être une tendance de diminution hivernale, mais il y a quand même tellement de gens qui n'ont jamais rencontré le virus que lorsqu'on va lever le confinement, le plus probable, c'est quand même que ça reparte à la hausse. Hein. Mais bon, vous voyez, si je voulais vraiment vous montrer cette courbe, parce que beaucoup de gens disent on n'est pas préparé, le déconfinement c'est trop tôt, nos enfants, on ne va pas les mettre à l'école. On voit quand même que c'est basé sur des éléments vraiment concrets, quoi. Hein. Une observation concrète. Oui. Bien sûr, quand on se déconfinera, c'est avec masque. Hein, oui, voilà, il faudra vivre avec masque dans les semaines qui viennent, hein, si on sort. Je propose qu'on prenne les questions après, qu'on déroule. Oui, on va prendre les questions après. On n'entend pas les gens du coup qui sont dans ta salle. Oui. Alors, oui. Oui, je tournerai l'ordinateur, vous verrez, on est 5 ou 6 ici. Alors, la suivante. Voilà, donc ça, c'est pour vous montrer aussi quelque chose d'assez curieux, c'est qu'on est inégaux face au coronavirus entre hommes et femmes. Les hommes sont plus souvent malades et font plus souvent des formes graves. Et ce qui est curieux, c'est que ça dépend des pays. En Italie, c'est très net. En France, c'est très net aussi, hein, 61% d'hommes versus 39% de femmes. Mais dans certains pays, comme en Corée du Sud, ce n'est pas très différent. Et donc ça, c'est soit des différences hormonales qui expliqueraient une cinétique différence du virus, soit qu'il y a des récepteurs, peut-être à la testostérone ou à on ne sait pas trop quoi encore, sur les cellules qui feraient que le virus entre mieux hein, dans ces cellules qui expriment des caractères masculins. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez curieux. Hein. Ouais. La suivante. Bon, alors maintenant, on ne va plus parler donc, des tests virologiques, on va parler des tests sérologiques parce que depuis qu'on
on en entend parler, on a des coups de fil 50 par jour, tout le monde veut faire sa sérologie. Alors, la suivante. Alors, de façon très simple, hein, quand on a un microbe rentre dans l'organisme, que ce soit un virus, une bactérie, un parasite, l'organisme réagit en produisant deux types de défense. La première défense, c'est au milieu, là, ce sont des anticorps. Donc ça, c'est les anticorps, c'est les anticorps du sujet qui vont s'attaquer au micro-organisme, se mettre tout autour, le neutraliser et faire en sorte que très rapidement, il soit détruit ou rentre dans des cellules pour être phagocyté, mangé. Et puis, également, il y a des cellules immunitaires qui reconnaissent la bactérie, qui se mettent tout autour et qui l'attaquent, qui introduisent dans la bactérie ou le virus des produits toxiques, aussi qui le phagocytent. Donc là, la sérologie, ça va être le dépistage des anticorps produits par l'organisme. La suivante. Il n'y en a pas une avant? Non. Voilà. Donc, au début d'une épidémie, la population, on dit qu'elle est immunologiquement naïve, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais rencontré le micro-organisme et donc elle n'a pas d'anticorps protecteurs. Quand on fait une forme sévère de Covid, on a le plus souvent des anticorps qui apparaissent, vous allez voir sur la diapo suivante, dans les 15 jours après l'infection. Dans les 7 jours, il n'y a que 30-40% des gens qui sont protégés. Au bout de 15 jours, c'est bien. Par contre, le problème qu'on a actuellement avec les sérologies, c'est que quand on fait une forme mineure ou asymptomatique, mais mineure, ça ne veut pas dire qu'on a juste le nez qui coule. Par exemple, toux, fièvre, céphalée, mais qu'on ne va pas à l'hôpital. Ou qu'on a une forme asymptomatique, les anticorps sont détectables très tardivement. Donc, la suivante. Voilà. Vous voyez ici, sur cette courbe, c'est une étude qui a été faite, publiée dans Nature Médecine, très bon journal. Vous avez la courbe des anticorps. En rouge, c'est les IgG, c'est ce qu'on va mesurer en fait par les tests. Vous voyez qu'à 5-7 jours, il n'y a pas plus que 40% ou 50% des gens qui sont positifs. À 15 jours, on a 90%. Il faut attendre en fait 19 jours pour que 100% des personnes aient des IgG. Les IgM, c'est ce qui apparaît en premier. On va peu les utiliser, donc je vais surtout vous parler des IgG. Donc, ça ne va pas être des tests très intéressants tout au début de la maladie. On peut les utiliser pour se rattraper quand le test a été négatif pour les médecins. Et ça va être surtout des tests qui vont être utilisés après 19 jours pour essayer de voir si on a fait ou non la maladie. La suivante. Alors là, c'est une autre étude qui vous montre les cas sévères et les cas peu sévères. Donc, vous pouvez regarder dans le carré en bas à gauche. Vous avez les formes non sévères en bleu, et tout ça, tous les petits points, c'est des sujets, et les formes sévères en rouge, et tous les petits points, c'est des sujets. Et on voit que la moyenne pour les formes sévères est beaucoup plus haute que pour les formes peu sévères. Vous arrivez à voir là? Oui, plus ou moins. Donc, c'est ça qui nous ennuie un petit peu. C'est-à-dire que quand on aura une forme sévère, ça va, là, on va pouvoir développer une réponse anticorps, mais une forme peu sévère, on est moins fiable. Et vous voyez qu'il y a des petits points bleus qui descendent jusqu'en bas. Donc, il y a des sujets, même avec des formes peu sévères, qui ne vont pas développer d'anticorps. La suivante. Donc, l'HAS a beaucoup réfléchi aux qualités que doit avoir un test pour être développé. C'est vrai qu'il y a énormément d'entreprises qui développent des tests. Il y en a certains même qui ont eu l'autorisation de mise sur le marché avec des TROD, mais sans avoir les qualités et les performances requises. On appelle ça performance pour un test. Donc, il y a deux qualités. D'une part, la sensibilité et d'autre part, la spécificité. Donc, la sensibilité, c'est la capacité qu'a un test de détecter des anticorps si on est porteur d'anticorps. Donc, pour qu'un test soit commercialisé, il faut qu'il ait une sensibilité de au moins 90%. Donc, ça veut dire 90%, ça veut quand même dire qu'une personne sur 10 peut être déclarée faussement négative. Elle peut avoir des anticorps et ne pas être dépistée. Mais on ne peut pas commercialiser un test si la sensibilité n'est pas d'au moins 90%. L'autre qualité, c'est la spécificité. C'est la capacité de ne pas détecter
des anticorps quand il n'y en a pas. C'est-à-dire que c'est des tests, c'est les tests faussement positifs. Une spécificité de 95%, ça veut dire qu'il y a un risque dans 5% que le test soit positif alors qu'il n'y a pas d'anticorps. Donc, donc, il faut que les tests commercialisés aient une spécificité d'au moins 95%. Mais il reste quand même un petit risque. Le petit risque, vous voyez, c'est qu'une personne sur 20 peut être déclarée faussement positive. Donc, pour aller un tout petit peu plus loin, ben ça, c'est beaucoup plus difficile à comprendre. Quand on est en pleine épidémie, il y a beaucoup de gens qui ont attrapé la maladie. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment positifs, puisque la maladie circule beaucoup. Donc, quand on a, par exemple, en Île-de-France, on va avoir une personne sur 10 faussement négative et une personne sur 20 faussement positive. Mais si on va dans des régions comme, par exemple, le Lot-et-Garonne, qui a été remis en vert, et que les gens font beaucoup de tests, eh bien, on va se retrouver avec essentiellement des gens faussement négatifs ou faussement positifs. Le virus circule très peu, donc le risque d'erreur va être beaucoup plus important. Et donc, il y a ça aussi, c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est une des raisons pour lesquelles le gouvernement ne veut pas largue à manu faire des sérologies, parce que si on fait des sérologies dans des zones où le virus ne va pas circuler, il va y avoir essentiellement des résultats faux. Donc, la suivante, vous allez voir un petit peu sur des exemples. Hein. Alors, comment est-ce qu'on va faire ces tests? Hein? Donc, on va les faire soit par une prise de sang. Prise de sang, ça va être fait au laboratoire par une technique très classique. C'est toutes les techniques, vous voyez, quand on fait les sérologies, VIH, hépatite C, etc. C'est la technique ELISA. Donc, celle-là, elle est vraiment fiable. Elle est assez rapide. Hein, on peut faire jusqu'à 100 000 tests par jour, au minimum. Hein, ce sera peut-être plus après. Mais ça demande aux patients d'aller au laboratoire. Donc, il y a une grosse demande pour des tests rapides, hein, qui sont les TROD, on le connaît bien. La technique est un peu différente, c'est une technique chromatographique, c'est-à-dire que ça donne un index de couleur qui vous dit si c'est positif ou négatif. Il y a une demande très forte, mais vraiment, c'est beaucoup moins performant pour l'instant. Donc, pour l'instant, le gouvernement, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de TROD, hein, il y a une demande, il y a beaucoup de gens qui y travaillent, mais pour l'instant, à l'heure actuelle, ce n'est pas des tests performants. La suivante. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser ces tests? Il y a plusieurs usages. Il y a l'usage individuel. Hein. Moi, je suis là, je veux savoir si j'ai été affectée, si je suis protégée. Donc ça, c'est vrai que c'est la grosse demande des gens. Vous allez voir que ce n'est pas facile d'y répondre pour l'instant, mais c'est la demande. Et puis, il y a l'usage collectif, qui est de faire des enquêtes en population, voir si une population a acquis ou non un degré d'immunité. C'est par exemple ce qu'on a fait dans l'Oise. Après l'épidémie de l'Oise, il y a eu des enquêtes répétées qui ont montré que dans un lycée où le virus a beaucoup circulé, 41% des personnes avaient rencontré le virus. Ou c'est ce qu'on fait, par exemple, chez les personnels soignants actuellement. On va se rendre compte, j'imagine, qu'on est à peu près 30% à avoir rencontré le virus. Et ça, c'est très important pour faire des modèles mathématiques. On en a besoin. Parce que c'est vrai que si on s'aperçoit que l'épidémie augmente, ce sera beaucoup plus rassurant de se déconfiner. Donc, la suivante. Voilà, donc, ça, c'est les tests sérologiques. L'intérêt des tests sérologiques pour faire des enquêtes répétées. Vous voyez, actuellement, on nous dit qu'après la première vague, le niveau global d'immunité est 10%. Pour le niveau global, hein, en France. Mais comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus important dans certains endroits, plus bas probablement dans d'autres. Et donc, ces enquêtes répétées vont surveiller le niveau d'immunité collective dans une population et à un moment donné nous dire, on est à 60%, peut-être, hein, peut-être pas. Donc, l'épidémie risque de ne pas redémarrer, on va être protégé. Donc ça, ces enquêtes répétées, elles sont faites indépendamment de la volonté des gens. Elles sont souvent faites sur des fonds de tubes au laboratoire et tous les tubes sont envoyés, même sans forcément l'accord des participants. Hein, c'est des enquêtes qui servent au modèle mathématique et à des décisions politiques ultérieures. La suivante.
Alors, pour les enquêtes à fin individuelle, l'HAS s'est réunie à 2 reprises, hein, et le dernier rapport date du 2 mai. Donc, c'est un rapport que vous pouvez lire. Vous voyez, je vous ai mis le titre dessous. Je vous engage d'ailleurs à le lire. Il est assez intéressant. Et j'ai résumé en 2 diapos. Ça ne résume vraiment pas l'ensemble de ce qui est dit dans ce rapport, hein. Et disons en quelques mots. En quelques mots, la Haute Autorité de Santé dit que les indications actuelles doivent être très prudentes, doivent être simplement sur prescription médicale et à des fins individuelles, et en utilisant pour l'instant les tests en laboratoire. Il y aura un autre rapport qui va être fait sur les TROD dans quelques temps. Donc, les indications actuelles, ce sont les diagnostics de Covid en rattrapage pour les patients, si vraiment ils ont des gros symptômes, mais que la PCR a été négative ou n'a pas pu être faite. C'est vrai que c'est vraiment gênant quand on a des malades en réanimation qui se retrouvent avec une PCR négative alors qu'on veut leur donner des médicaments contre le virus. On est un peu gêné. Donc, pour ces cas-là, c'est très important. Ou un soignant, par exemple, qui est en pédiatrie, entouré d'enfants, la PCR est négative alors qu'il a des signes. Donc, tout ça, c'est une indication de la sérologie. Ensuite, deuxième indication, c'est les professionnels asymptomatiques des structures d'hébergement collectif. Donc ça, c'est faire des enquêtes, vous voyez par exemple dans les EHPAD, dans les centres d'hébergement, dans des crèches, etc. Donc là, il y a une indication de la sérologie. Et troisième indication, c'est les personnels soignants asymptomatiques en complément du dépistage. Actuellement, chez les personnels soignants, il y a de plus en plus de campagnes qui sont menées pour savoir qui est porteur. Et avant, on ne dépistait que les gens symptomatiques. Maintenant, on dépiste tous les soignants. Donc, si les soignants sont négatifs, en complément, on fait la sérologie. Donc, nous, on va avoir cette proposition de test. Hein. Oui. Non, si. Bon, on va en reparler après les questions. Hein. Alors, voilà. Voilà. Donc, à ce jour, donc ça va sûrement faire du bruit. La suivante. Voilà. À ce jour, le dépistage de toute la population a été jugé non pertinent. Il y a beaucoup de demandes, en fait, des personnes, soit des entreprises, soit d'autres, qui demandent, qui auraient souhaité avoir une sérologie pour tous leurs salariés à des fins collectives ou pour aider au déconfinement. Et pour l'instant, les tests sont jugés insuffisamment fiables. Hein. On risque de prendre des décisions alors que le test est faussement positif ou faussement négatif. Pas de sérologie non plus, c'est une grosse demande aussi pour les professionnels en contact avec le public, par exemple les professionnels des magasins alimentaires ou ceux confinés qui vont reprendre une activité en présentiel. Bon, maintenant, c'est un point au 2 mai. Hein. Je pense que ces indications elles sont susceptibles d'évoluer. S'il est montré dans quelques temps qu'on a des tests très, très fiables, et là, j'ai vu que Roche avait eu une autorisation pour un test qui avait une sensibilité, une spécificité plutôt de l'ordre de 98%, ça va changer. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les TROD et les autotests vont faire l'objet d'un prochain avis. Alors, la suivante. Voilà. Donc, effectivement, ce qui gêne beaucoup, c'est la fiabilité des tests. Hein. Comme je vous l'ai dit, si on a fait une forme sévère, les tests sont fiables. Pour les formes modérées ou asymptomatiques, on est en train d'étudier ça justement à l'Hôtel-Dieu avec les champs de Pasteur, c'est beaucoup moins bon. On ne sait pas aussi si on mesure des anticorps, on ne sait pas si c'est des anticorps protecteurs. Pour voir si les anticorps sont protecteurs, il faut faire un autre test qui est la neutralisation, qui est assez complexe. Hein. Alors, a priori, dans les autres maladies infectieuses, quand on fait des anticorps, la plupart sont des anticorps neutralisants. Donc, on pense que pour les coronavirus aussi, mais ça n'a pas été vraiment démontré. Autre problème, on ne connaît pas la durée de protection. Donc, ça, c'est assez stressant, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'avec les autres coronavirus, quand on fait un rhume, on a une protection à court terme. On peut refaire un rhume l'année d'après. Hein. Avec le SRAS-CoV-1 qui a circulé, vous savez, en Chine, on s'est rendu compte que les gens étaient protégés pour 2 ans. Donc, on pense qu'on va avoir des anticorps protecteurs au moins quelques mois, mais ça ne sera probablement pas définitif. C'est pour ça, toutes ces incertitudes font que ça serait en fait une folie de donner la sérologie à tout le monde. On va
plus créer d'angoisse qu'autre chose. La suivante. Voilà, alors il y a beaucoup d'articles, vous allez lire, moi j'ai eu beaucoup d'interviews par les journalistes sur la question du passeport immunitaire. C'est le nouveau terme à la mode. Hein. On va faire des passeports immunitaires, toi tu peux sortir, tu as une sérologie, toi tu peux pas. Donc l'OMS a mis en garde sur ce passeport immunitaire, ça viendra peut-être hein, quand on aura des beaux tests, parce qu'avec ces risques de faux positifs et de faux négatifs, surtout dans les zones où le virus circule peu, ça peut donner une fausse assurance et le risque d'abandonner les gestes barrières. On risque aussi, chez des gens qui sont positifs, d'avoir une baisse de l'immunité. Et puis, on sait aussi que le virus peut rester longtemps, quelques semaines aussi, donc c'est un peu embêtant. Voilà. Mais c'est vrai que cette question du passeport immunitaire, on pourra en reparler dans quelques temps. Il y a plusieurs pays qui voudraient mettre en place ce passeport immunitaire. Suivante. Donc voilà sur les sérologies. Est-ce que Jérôme, je continue ou est-ce qu'on s'arrête pour poser quelques questions sur cette thématique des sérologies? Je préfère qu'on continue et qu'on regroupe toutes les questions à la fois. Oui. Bon, d'accord. Donc, deuxième petit point, c'est sur la durée du portage. La suivante. Alors, au début de l'épidémie, on pensait que le coronavirus se comportait comme la grippe ou les autres coronavirus, c'est-à-dire qu'au bout de 7 jours, on était débarrassé. On commence maintenant à avoir des très belles études qui sortent. Vous voyez, c'est toujours des études mars, avril, mai, hein, tout récent, qui montrent la durée du portage. Donc, fixez-vous sur la courbe en haut à gauche. Hein. C'est 94 patients qui avaient une forme assez modérée de Covid. Quand même, ils avaient des syndromes respiratoires et une pneumonie à la radio. Et on leur a fait ces 94 patients 414 prélèvements de gorge pendant 32 jours. Donc, vous voyez qu'ils ont vraiment contribué au résultat. Et ça nous montre que la charge virale est élevée au début de l'infection, tout au début. Hein, J0 des symptômes, on a beaucoup de virus dans la gorge. Et ensuite, ça diminue graduellement, assez régulièrement. À 7 jours, il y a encore presque 30% des patients qui ont du virus, 14 jours encore 25%, et jusqu'à 21 jours. Le virus reste comme beaucoup plus longtemps. Donc ça, c'est un enseignement important. Ça veut dire que si on a le coronavirus, il ne faut pas se croire débarrassé à 7 jours et enlever toutes les protections. Il faut rester confiné, je pense, au moins 14 jours. Hein, et ensuite, quand on revient travailler, vraiment utiliser un masque. Hein. La suivante. Voilà. Et cette même étude, une autre étude a été faite dans les formes sévères. Ça, c'est des. Qu'est-ce qu'il y a, Raphaël? Quelqu'un peut voir avec Raphaël? Ouais. Et donc, ici, vous voyez que sur des patients qui ont été hospitalisés en Chine en réanimation, hospitalisés avec des formes graves, hein, 137 ont survécu, 54 sont décédés. Et vous voyez ici leurs signes cliniques, là-haut, toux, fièvre, etc. Et tout en bas, en bleu clair, la durée d'expression virale. Et vous voyez que jusqu'à 20 jours, les patients gardaient du virus, hein, et chez ceux décédés, sont décédés avec du virus. Donc, ce n'est pas un petit virus comme ça, aigu, comme dans les rhumes. Hein, on a vraiment des formes assez prolongées. Et ce qui nous étonne aujourd'hui à l'Hôtel-Dieu, c'est qu'on voit des gens qui se sont améliorés, et ils ont arrêté de tousser, et leur anémie a régressé, et qui reviennent nous voir au bout de 21 jours avec à nouveau des symptômes. Donc, je ne pense pas que c'est un virus chronique, mais c'est quand même quelque chose qui est assez prolongé. Et tout ça fait que la transmission a certainement c'est beaucoup développé, alors qu'on pensait que les gens étaient guéris. La suivante. Troisième source d'interrogation, ça aussi c'est assez nouveau, c'est qu'on retrouve du virus dans les selles. On pensait qu'il y avait des virus dans les sécrétions respiratoires essentiellement, mais on avait observé que des gens avaient des diarrhées. Donc, des chercheurs ont regardé en parallèle le virus dans les prélèvements respiratoires, vous voyez ici en rouge, et aussi dans les selles, ici en jaune. Alors, ce qu'on voit sur ces 74 patients, c'est que chez 33 patients, il y avait du virus dans les prélèvements respiratoires, mais pas de virus dans les selles. Hein. Donc, déjà, tout le monde n'a pas de virus dans les selles. Hein.
Et là, ça confirme aussi que dans les prélèvements respiratoires, c'était pendant 15,4 jours. Mais chez 41 patients, on avait du virus dans les selles pendant 29 jours. Plus longtemps que dans les prélèvements respiratoires où ça a duré que 16 jours. Et donc, ça, ce qu'on ne sait pas, la grande question, c'est est-ce que ce virus dans les selles est viable et est-ce qu'il est infectieux? Mais c'est un peu inquiétant, c'est en faveur d'une possible contamination, peut-être orofécale, point d'interrogation, hein, vraiment. Et là, vous savez qu'on a discuté, on s'est rendu compte qu'il y avait du virus éventuellement dans les eaux usées, donc pas dans l'eau potable, bien sûr. Mais c'est vraiment un sujet de recherche important, ce virus dans les selles. Voilà, est-ce que c'est juste des petites traces de virus ou est-ce que ça va poser un problème? La suivante. Donc, en tout cas, pour nous, si vous voulez, ce qui est important comme conséquence de ce virus dans les selles, c'est que les précautions ne sont pas que respiratoires, hein, ça renforce la nécessité de bien se laver les mains et à domicile, de vraiment, quand on a quelqu'un qui est porteur de virus ou qu'il a été, de bien nettoyer, y compris les sanitaires, les toilettes, etc., se changer. Alors, dernier petit point, là c'est vraiment assez balbutiant, c'est sur les approches thérapeutiques. La suivante. Donc, pour vous expliquer un petit peu les approches, le Covid, on a plusieurs phases possibles. Hein. La majorité des patients, 80%, vont faire des stades asymptomatiques ou peu sévères. Donc, ça va durer 8 à 10 jours, puis se calmer. Et donc, à cette phase virale, si vous voulez, on répond par des antiviraux, normalement. Hein. Et puis, chez à peu près 15 à 20% des patients, à partir du 7e, 9e jour, le système immunitaire s'emballe complètement. Il y a des cytokines qui sont produites dans tous les sens et c'est ça qui donne ces formes sévères avec des insuffisances respiratoires, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale. C'est cette hyperinflammation qu'on appelle aussi l'orage cytokinique. À ce moment-là, les patients vont en réanimation, sont intubés et la réponse est plutôt une réponse anti-inflammatoire. On peut associer des antiviraux, mais on cherche éventuellement à donner des anti-inflammatoires pour réduire cette inflammation. Alors, soit on le donne tout au début, dès que les champs ne vont pas bien, soit on le donne un petit peu trop tard quand ils sont intubés. La suivante. Donc, ça vous explique qu'il y a deux types de recherche sur le traitement. Il y a l'action sur le virus, avec tout un tas de molécules qui sont testées, que ce soit des antiviraux comme celui de Gilead, je vais en dire un petit mot tout à l'heure, les antiviraux du VIH comme le lopinavir, l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, l'ivermectine, il y a même des médicaments antiparasitaires. L'ACE, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, c'est des inhibiteurs de l'attachement du virus, les transfusions de plasma de convalescents. Bon, je vous mets une petite liste, mais il y en a plein. Hein. Et puis, chez les formes graves, c'est plutôt les anti-inflammatoires, les corticoïdes, les anti-IL6, IL1, pour donner à des patients qui avaient des maladies inflammatoires. Par exemple, les patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde, des Crohn, reçoivent ces traitements. Donc, j'ai mis plus de 300 essais en cours dans le monde. En fait, c'est plus de 3000. Hein. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'essais. Plus ou moins bien fait. Là encore, je voulais vous dire que vraiment, la seule chose qui va apporter quelque chose, c'est quand les gens acceptent de se mettre en commun et de participer à des essais randomisés contre placebo. Quand on fait des petites études ouvertes dans son coin, ça donne des indications, mais ce ne sera jamais retenu ensuite pour le reste de l'humanité. La suivante. Voilà, donc le virus, ça, ce n'est pas toujours facile à comprendre, mais si vous avez déjà suivi pour le VIH, ça devrait quand même aller. Vous avez ici le SARS-CoV en haut qui va rentrer dans la cellule en bleu. Il va s'attacher à des récepteurs. Un des récepteurs, c'est le récepteur pour l'enzyme de conversion 2. Donc, ce n'est pas le même récepteur que pour l'hypertension artérielle, qui sont les inhibiteurs de l'enzyme de conversion 1. Ils n'ont pas de numéro, en fait. Hein. Et donc, quand il s'attache à ces récepteurs, un ou plusieurs, il va rentrer dans un lysosome, dans une vacuole, vous voyez, et dans cette vacuole, il va se dégrader. Le génome va sortir, c'est la petite barre rouge, là, et il va y avoir une réplication de l'ARN, et
une synthèse de protéines. Donc ensuite, ça va passer ici au niveau d'un appareil en forme de banane, là qu'on appelle le Golgi. Il va y avoir un assemblage des protéines, de l'ARN. Ça va repartir dans une vacuole et sortir de la cellule. Donc c'est un cycle, vous voyez, qui ne rentre pas dans le noyau. Hein. À la différence, par exemple, du VIH ou du virus de l'hépatite B, c'est complètement en dehors du noyau, ce n'est pas un virus chronique. Et donc, à chaque étape, on peut trouver des inhibiteurs, rechercher des inhibiteurs. Soit, avant que le virus rentre dans la cellule, c'est là qu'on peut donner le plasma des convalescents pour que les anticorps bloquent le virus avant d'entrer dans la cellule. On peut bloquer les récepteurs. Une fois que le virus est dans la cellule, on peut agir sur la réplication avec des médicaments comme pour le VIH, des inhibiteurs de polymérase. Et puis, ensuite, on peut agir sur l'assemblée, sur les protéases. Enfin, on verra ensuite, il y a pas mal de recherches sur d'autres possibilités. Alors, l'hypothèse pour l'hydroxychloroquine, si ça marche, c'est que ça acidifierait cette vacuole de lysosome et que ça détruirait le virus à l'intérieur de la vacuole. Hein, l'hypothèse. Oui. Et l'hypothèse pour le rédémisvir, c'est que ça agirait sur la réplication du virus. La suivante. Alors, on a deux petits espoirs. Hein. Le premier, c'est le remdesivir de Gilead, qui est un analogue nucléosidique, un petit peu genre AZT, tenofovir, etc., hein, qui a été développé dans l'Ebola, mais qui n'a pas marché. Donc, il a été repris très rapidement au début de l'épidémie Covid, et il fait l'objet d'énormément d'essais. Il y a deux essais pour lesquels on a des résultats. Le premier, c'est un essai qui a été fait en Chine. Donc, c'est un essai qui a été très, très bien fait, placebo, hein, de randomisation, contrôlée versus placebo. Malheureusement, le temps qu'ils mettent en place l'essai, il n'y avait plus de patients. Donc, ils ont inclus 237 patients et ils se sont dit, on va quand même publier nos résultats. Donc, on voit qu'il n'y a pas de différence significative sur la mortalité. Mais on voit quand même, dans une étude secondaire, qu'il y a une tendance à un délai un petit peu plus rapide d'amélioration clinique de quelques jours entre le groupe qui a reçu le produit et le groupe qui l'a pas reçu. Donc, le titre, c'est aucun effet. Vous voyez ensuite dans le texte de l'abstract, il y a un petit effet. Et ensuite, il y a un éditorial qui dit on ne peut pas vraiment conclure parce que les pauvres, ils n'ont plus eu de cas pour finir leur essai, heureusement pour les patients. Mais ça vaut le coup de continuer les essais. En parallèle, il y a un deuxième essai qui a été lancé le 21 février par les Américains, le NIH, qui a inclus 1063 patients, 60 sites aux États-Unis et en Europe, avec des formes plus sévères. Et là, la première analyse montre une petite différence de mortalité, mais vous voyez, ce n'est pas énorme, hein, c'est 8% versus 11,6%. Il y a aussi un troisième essai qui montre que le 5 jours serait aussi efficace que 10 jours. Donc, sur ces arguments qui sont quand même faibles, hein, encourageants mais faibles, la FDA a décidé d'autoriser l'usage compassionnel de remdesivir. Mais bon, pour nous, si vous voulez, ça s'apparente à la découverte de l'AZT. C'est déjà, c'est quelque chose qui a changé le monde, mais qui était une première piste. Hein. Voilà, donc je pense que Gilead va faire des stocks importants, peut-être en donner, peut-être certainement en vendre aussi. Mais voilà, ça sera peut-être intéressant associé à quelque chose ou en attendant qu'on ait quelque chose de mieux. Voilà. OK, suivante. Alors, deuxième chose qui a fait couler beaucoup d'encre, j'en ai parlé la dernière fois, c'est l'hydroxychloroquine. Mais pour l'hydroxychloroquine, il n'y a vraiment pas grand-chose. En fait, il y a un essai ouvert où Didier Raoult a comparé hydroxychloroquine et azithromycine, ici en vert, à hydroxychloroquine seule en bleu. Et les contrôles, c'était en fait des gens qui étaient dans d'autres villes, à Montpellier ou à Nice, qui ne recevaient rien. Donc, ce n'était pas vraiment un comparateur. Et en fait, vous voyez que ce qu'il a comparé, c'est seulement la charge virale. Ce n'est pas du tout l'évolution clinique. Il a montré que sous hydroxychloroquine, azithromycine, a priori, la charge virale baissait plus vite.
Et ensuite, il a commencé à le donner à tout le monde et il a montré sur 1000 patients que les patients allaient bien, mais c'était des patients ambulatoires. Donc, on ne peut pas vraiment conclure sur hydroxychloroquine pour l'instant. Pas que ça ne marche pas, je ne lui lance pas la pierre d'avoir fait des essais cliniques initiaux, vous voyez, mais ça n'a pas encore été démontré. Donc, la suivante. Donc, il y a beaucoup d'essais qui testent l'hydroxychloroquine, trentaine facile, hein. Et en Europe, il y a eu cet essai Discovery qui a été lancé le 22 mars. Vous voyez, 22 mars, on est le 5 mai, ça fait à peine un mois et demi. C'est un essai européen qui doit inclure 3200 patients et 700 patients en France. Donc, cet essai, il compare les soins standards, c'est-à-dire oxygène, doliprane, plus remdesivir, plus lopinavir-ritonavir, ou lopinavir-ritonavir et interféron, ou hydroxychloroquine. Il n'y a pas de bras hydroxychloroquine, azithromycine. Et donc, on attend vraiment les premiers résultats pour le 14 mai, hein, puisque maintenant, c'est M. Macron qui nous dit quand est-ce qu'on va avoir les résultats. Donc, on attend avec impatience les résultats. Bon, je pense que s'il y avait eu des résultats fabuleux, on nous aurait dit il y a quelque chose. Donc, il y a peut-être des résultats, probablement, j'espère, mais ça ne doit pas être révolutionnaire. Et alors, je ne sais pas si vous avez entendu, Yazdan Pana nous dit c'est dommage, les gens n'ont pas voulu tous participer à cet essai Discovery. C'est vrai que c'est un essai qui est assez difficile parce que quand vous avez un malade très sévère et que vous croyez à une drogue, vous avez beaucoup de mal à mettre votre patient dans un essai randomisé. Et donc, certains médecins ont préféré participer à d'autres protocoles. Il y a un protocole de l'OMS qui s'appelle Solidarity, qui est beaucoup plus simple, où les médecins donnent ce qu'ils veulent et renseignent des données. Il y a des essais faits par des Espagnols, d'autres par des Italiens. Et donc, cet essai Discovery, qui était très, très emblématique, finalement, les gens ont eu du mal à participer. Mais bon, on va quand même avoir les résultats sur les 500 premiers, ce qui n'est pas nul du tout, hein. OK. Et alors, ça doit être la dernière diapositive de ce diaporama. On passe maintenant aux formes sévères, hein. Dans les formes sévères, il y a un gros essai qui s'appelle Corps Immuno, un peu comme Discovery, mais où on compare différents anti-inflammatoires, corticoïdes, IL1, IL6. L'IL6, c'est le produit pour lequel on a les premiers résultats. C'est un anticorps utilisé dans la polyarthrite rhumatoïde, donc par injection. Et le premier bras pour lequel on a des résultats, c'est corps immunotocilizumab, 65 patients tocilizumab versus 64 où ils ont pas reçu d'anti-inflammatoires. Le critère principal, c'était le besoin de ventilation ou le décès J14. Et la première analyse est encourageante, mais là encore, ce mot encourageant est très vague. Finalement, on n'a pas eu de chiffrage. Alors, ça fait 3 jours qu'ils nous disent que c'est encourageant. Donc, à nouveau, je pense que ça doit être des résultats modestes, quoi. Vous voyez que donc, dans le traitement, il ne faut pas vouloir aller plus vite. Dominique, je crois qu'on a un problème de son. Aussi, là, on est à 2 mois d'épidémie. Il se décide des petites choses, mais c'est aussi là, on est à 2 mois d'épidémie. Il se décide des petites choses, mais ce n'est pas encore des choses révolutionnaires. Voilà. Je crois Non, qu'on a subi un petit bug technique. On n'a pas entendu ton dernier commentaire, Dominique. allô? Oui. Oui. Voilà, c'était pour vous dire qu'il ne faut pas vouloir aller plus vite que la musique. L'épidémie, elle vient de commencer il y a 2 mois. Les essais thérapeutiques sont tout récents, hein. Le fait qu'on ait quelques signaux encourageants, c'est déjà quelque chose, hein, même si ce n'est pas révolutionnaire. Voilà, je vais m'arrêter là et pour laisser un petit peu de temps à la discussion. Merci beaucoup, Dominique. Alors, du coup, déjà, c'est un gros travail, effectivement, que de compiler toutes ces données et de pouvoir donc les restituer. C'est important aussi de préciser que c'est à la date du 5 mai, parce que, comme tu le disais, le virus évolue beaucoup. Et pour le coup, il y a des données qui t'arrivent un petit peu donc, tous les jours. Comment ça se passe, la compilation de ces données?
Alors effectivement, les données arrivent tous les jours. Là, j'ai essayé de répondre aux questions les plus souvent posées. C'est peut-être 5% des données qui arrivent tous les jours. C'est impossible pour nous de tout lire. Mais alors, je dois dire qu'on a la chance d'avoir quelques collègues plus âgés, je en fais partie, mais bon, disons un petit peu plus âgés, qui restent à la maison et qui font que de l'analyse de données et qui nous donnent un digest au minimum 2-3 fois par semaine. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, on a comme ça, par exemple, Anne-Claude Crémieux, Vincent Charlier, enfin, des personnes que je remercie beaucoup. Et c'est grâce à eux qu'on peut savoir qu'il y a des articles clés qu'on reprend après, on les relit, on sort les diapos intéressantes, mais voilà. J'imagine. Et comment ça se passe, du coup, avant de passer aux questions, c'est quoi la tendance actuellement à l'Hôtel-Dieu et à Cochin? Alors là, la grande tendance, c'est de reprendre nos activités habituelles. Comment on va faire? On a donc des services qui ont été complètement fermés, l'hôpital de jour, le centre jeune. On a continué nos consultes par téléphone, mais faire venir les patients a été fermé. Les infirmières ont été dispatchées dans tous les hôpitaux. Il faut déjà qu'on les récupère, et les aides-soignants, etc. Et qu'on essaie de faire revenir les patients qui ont un peu peur de revenir avec des mesures de sécurité, des chambres seules, des mesures de distanciation sociale, etc. Donc, on est en pleine réflexion pour ça. Et ça nous pose problème parce qu'on a tout mis sur le centre de dépistage et l'accueil des patients. On va devoir donc vider pour reprendre nos activités. Mais si ça revient, les patients reviennent avec le déconfinement, il va falloir repartir à nouveau en arrière. On est dans cette réflexion. Et cette réflexion qu'on a à l'Hôtel-Dieu, c'est vraiment la réflexion de tous les collègues de toutes les spécialités. On a les ophtalmos, des patients qui ont des urgences ophtalmo, les orthopédistes ont des groupes des urgences orthopédiques, les cancérologues aussi. Donc, on est tous dans cette réflexion. Il faut reprendre nos activités, on veut les reprendre. Ça a été tellement désorganisé, enfin, pas désorganisé, je dirais pas ça, mais tout a été mis sur le Covid. Donc, même de récupérer nos équipes pour les ressouder, pour aller vers une autre activité, c'est complexe. Alors, j'ai une première question qui vient de Nicolas qui se demande pourquoi l'AZT et le HCL ne sont pas testés en même temps donc dans ces essais. Mais si, Nicolas, l'AZT a certainement été testé. Hein. Je n'ai pas les résultats, mais c'est sûr que dans des épidémies comme ça, il y a une première phase de screening de tous les médicaments qui existent, antiviraux, même antibiotiques, neuroleptiques, anti-hypertenseurs. Enfin, on screen tout comme ça in vitro et après, ceux qui sortent, on les met en essai clinique. Hein. Alors, je vais rétablir vos questions pour tout le monde. Donc, je vous propose donc de poser vos questions à Dominique ou de me les poser directement via le chat qui est donc dans l'application. Donc là, normalement, les micros sont rétablis pour… Voilà, c'est Marie-Jo et j'aimerais poser une question. J'ai entendu dire que donc le Covid était une maladie de système et j'aimerais savoir ce que ça veut dire. Et j'aimerais aussi avoir des précisions, si c'est possible, sur les séquelles. J'ai entendu parler de fibrose pulmonaire et de diabète. Donc de diabète si le virus attaque le pancréas. Voilà, merci. Oui, alors, merci Marie-Jo pour cette question. Ça pourra peut-être faire l'objet même d'un petit webinaire d'ici 15 jours, 3 semaines, hein, parce que c'est très important. En fait, ce virus, on pensait initialement que c'est un virus de l'épithélium respiratoire. Et on se rend compte que c'est un virus qui a un tropisme pour les cellules endothéliales. Donc, il va se balader sur l'endothélial, c'est l'intérieur des vaisseaux, au niveau des vaisseaux pulmonaires, au niveau des vaisseaux rénaux, etc. Et ça donne tout un tas de manifestations beaucoup plus sévères. Et il y a un tropisme aussi, c'est-à-dire une affinité pour les cellules nerveuses. Donc, c'est ça qui veut dire maladie systémique. Ce n'est pas une maladie purement respiratoire. D'accord. Et votre autre question, Marie-Jo, c'était quoi? C'était sur les séquelles, en fait. J'ai entendu dire qu'il pouvait y avoir des séquelles telles que la fibrose pulmonaire ou bien même le diabète si le virus attaque le pancréas. Ça, quand les gens vont en réa longtemps, il y a beaucoup de gens qui ont une petite phase de diabète. Donc, c'est pas étonnant. Après, il faut voir si ça persiste. Et pour les séquelles, c'est un peu tôt. Hein, mais effectivement, c'est une inquiétude qu'on a. On se rend compte que les gens sortent de réanimation très fatigués et il y a certainement un suivi à faire.
On sait un peu tôt, mais c'est vraiment une question intéressante. Merci. Je crois qu'il faudrait poser une question. En attendant, moi j'ai une question au sujet des vaccins. Est-ce qu'on a des nouvelles informations sur la préparation au vaccin? Alors, les vaccins, ça va aller assez vite, si vous voulez, parce qu'on a déjà eu des coronavirus sévères pour lesquels des équipes avaient fait de la recherche vaccinale. Donc, ils ont des modèles, hein, et notamment le plus avancé, c'est un vaccin recombinant avec le virus de la rougeole. C'est-à-dire, l'idée, c'est de prendre le virus de la rougeole atténué, d'enlever certains gènes de la rougeole et de mettre à la place certains gènes du SARS. Mais on ne peut pas directement injecter ces molécules chez l'homme. Il faut d'abord faire des essais au laboratoire, ensuite il faut faire des essais chez les souris, et ensuite il faut faire une première administration chez l'homme seul pour vérifier si ça marche à différentes doses, et c'est après seulement qu'on fait les essais de protection. Donc tout ça, ça va prendre minimum 1 an. Voilà, pour l'approche française. Après, il y a d'autres approches dans d'autres pays. D'accord, merci. Sophie qui souhaiterait savoir donc concernant la maladie de Kawasaki et le coronavirus, si on a donc des nouvelles données donc sur cette maladie qui touche donc les enfants. Alors, les Kawasaki, c'est des maladies post-infectieuses, en fait, qui existaient depuis longtemps chez l'enfant. Un taux très, très, très faible, hein, mais il y a certains enfants qui génétiquement répondent de façon inappropriée à un virus. Donc, c'est ce qu'on observe aussi avec le coronavirus. Chez certains enfants qui ont fait le coronavirus, mais assez longtemps après, disons 3 semaines, 1 mois après, ils vont faire ces maladies de Kawasaki. C'est une réponse dysimmunitaire. Alors, ce qui est rassurant, si on peut dire, que c'est quand même inquiétant, c'est que le Kawasaki, ça se traite assez bien avec des immunoglobulines et de l'aspirine. Donc, on pense que ces enfants vont guérir assez vite. Mais c'est vrai que je comprends que certains qui ont des enfants, on leur dit remettez-les à l'école, ils se disent mon enfant va faire un Kawasaki. Mais c'est très rare hein, quand même. Donc là, il y a le président qui parle effectivement à très sur TF1. Concrètement, je pense qu'il va annoncer qu'il faut que les enfants retournent à l'école. Il y a un vrai danger ou pas, ou concrètement? C'est difficile. Bon, vous avez vu qu'il y a une circulation du virus qui est beaucoup plus basse. Hein, c'est-à-dire qu'on a maintenant que 300 cas en France confirmés. C'est rien du tout. Hein, donc, le virus circule peu. Les enfants, ils ont quand même besoin de vivre avec des enfants. Hein, les enfants ont besoin d'apprendre, ils ont besoin de se sociabiliser. Donc, je pense qu'on peut faire retourner les enfants à l'école, mais en étant très vigilant sur… si on voit que ça a remonté, eh ben, il faudrait à nouveau reprendre des mesures. Mais on ne peut pas mettre un pays à plat et on ne peut pas empêcher les enfants aussi de se développer. Donc, à un moment donné, il faut qu'on teste ce déconfinement. Hein. Sinon, on va avoir beaucoup plus de dégâts qu'autre chose. Alors donc justement, il y a tout un tas d'associations qui travaillent donc au quotidien avec les personnes vivant avec les VIH. On a effectivement le comité des familles qui vient régulièrement. On a donc les petits bonheurs qui sont là. Je vois Vincent et Fred qui sont présents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu dans vos associations respectives comment va se dérouler donc le déconfinement, Fred, Vincent? Je vais rétablir vos micros du coup pour que vous puissiez nous donner un petit peu le versant de comment ça se passe pour vous. Je ne trouve plus Fred. Vincent. Ouais, bonjour tout le monde. Donc, au niveau des petits bonheurs, au niveau du déconfinement, de toute manière, ce qu'on a décidé, c'est que nous, jusqu'au 2 juin, on n'allait pas changer notre protocole d'intervention pour le moment. C'est-à-dire que pour le moment, l'ensemble des salariés vont rester en télétravail. Que quand même, avant même le confinement, on avait déjà mis en place un protocole d'intervention spécifique. Et en fait, on réalise une veille sanitaire et alimentaire par téléphone pour éviter, bien entendu, déjà toute rupture dans le parcours de santé. Et en même temps, pour s'assurer que les personnes les plus démunies et précaires de l'association aient accès à quoi manger et aussi aux produits de première nécessité.
On sait très bien que de toute manière, en effet, là, comme c'est encore dit, on sait très bien que le virus circule encore énormément. Et de toute manière, pour la majorité de toutes les personnes qu'on peut accompagner au petit bonheur, dans tous les cas, nous, on considère qu'au moins jusqu'au 2 juin, pour le moment, on reste à domicile. On va bien sûr des fois déposer, soit en structure hospitalière, à la demande des équipes soignantes ou les personnes les plus démunies par nos bénévoles, des paniers repas, des choses comme ça. Mais par contre, pour le moment, on va rien changer jusqu'au 2 juin. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On va prendre des risques. Ok. Et justement, donc Dominique, dans les hôpitaux, on voit arriver donc des patients qui donc sont de plus en plus en précarité. Alors oui, justement, votre intervention me faisait penser au fait que dans les hôpitaux, on installe maintenant on appelle ça des brigades. C'est des volontaires qui vont au domicile des patients. Quand on a des patients qui sont soit isolés, soit qui habitent dans des endroits un peu surpeuplés, avec beaucoup d'enfants, etc., ou qui ont du mal à comprendre les mesures de prévention, à partir du moment où une personne est dépistée comme Covid+, ces équipes vont au domicile pour prélever les autres et passer un moment avec les gens, voir comment ils se débrouillent pour l'isolement. Et je me demandais, je crois que l'association Aide s'est portée volontaire pour participer à ces brigades. Est-ce que vous pensez que d'autres associations seraient intéressées ou disponibles pour faire ce travail pour les patients peut-être VIH ou autres? Je pense Nous, que chez ça. la chef prévention, on s'est aussi porté volontaire, ainsi que Ouais. sur les TROD, effectivement Covid-19. Pour l'instant, on attend effectivement. Je pense que les ARS. Alors d'ailleurs, pour information, l'ARS Île-de-France, donc Luc Ginot, qui est directeur donc santé publique, sera présent et avec nous mardi prochain. On l'en remercie, avec également donc Dominique. Mais parce que pour le coup, effectivement, il y a une vraie stratégie à avoir. Notamment sur la région Île-de-France, puisqu'on le voit bien, la région Île-de-France est une région qui est très touchée. Et c'est vrai que pour le coup, c'est intéressant aussi de pouvoir partager avec plusieurs associations sur les stratégies qui sont mises en place. Je sais par exemple que Acceptes a aussi tourné beaucoup ses actions en direction des plus démunis, des plus précaires. Ouais. Où, Alors éventuellement, Jérôme. Parce que vous le faites sous le vent, les petits bonheurs, on le sait, hein, vous allez même au contact des personnes qui souvent sont le plus isolées donc parmi les personnes vivant avec le VIH. Donc c'est vrai que pour le coup, on le voit que le VIH est malheureusement habitué à faire de la solidarité aussi. Peut-être qu'on pourrait faire intervenir une personne de Covisan. Cette initiative s'appelle Covisan pour présenter la façon dont ça se passe et voir comment ça serait possible de s'articuler avec des associations existantes. Avec plaisir, ouais. Effectivement, si on peut avoir le contact, au contraire. Ouais. Toute initiative est bonne à prendre. C'est vrai que dans le milieu du VIH, on le voit, hein, les gens sont assez mobiles. Oui, et puis tout à fait. on est habitué à travailler avec les médecins, dans le sens où globalement, on a la chance d'avoir les médecins infectiologues. Avoir un cours comme ça sur le Covid-19 réactualisé régulièrement, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça nous permet effectivement d'apprendre. Et on sait effectivement que plus on a d'informations sur une pandémie, plus ça permet de pouvoir réagir vite. Et d'ailleurs aussi de pouvoir monter des protocoles, puisque le protocole Covid-19 sur les TROD, Dominique y a participé en 2-2, alors que rien n'était prévu, et a monté donc avec nous ce protocole. Donc c'est vrai qu'on voit que le VIH, c'est aussi un catalyseur de pouvoir se réinventer et aller vers des nouvelles pandémies. Fred et Vincent, comment c'est vécu par les personnes vivant avec le VIH, cette nouvelle pandémie? On se dit que c'est un truc de plus qui rajoute à la crise? Fred, tu veux répondre? Ouais, si vous voulez. Bonjour à tous. Oui, effectivement, nous, ce qui ressort beaucoup, c'est encore un virus. Hein. Le mot virus, voilà, c'est un mot qui fait peur quand même pour les personnes séropositives. Ça rappelle à beaucoup de choses et beaucoup de choses négatives. Et ça crée beaucoup d'anxiété, c'est évident. Hein. C'est voilà, un virus de plus. Qu'est-ce qui nous attend? Il y a beaucoup de flou, beaucoup d'incertitudes. Donc, ça rappelle vraiment beaucoup de choses. Et puis, ça rappelle le décompte des morts aussi. C'est des choses que les personnes dont les personnes nous parlent beaucoup. Voilà, on décompte les morts un peu comme à l'époque. Et puis, est-ce que c'est les copains qui vont partir et qui et pourquoi? Enfin, beaucoup d'inquiétudes. C'est vraiment ce qui ressort le plus. Après, bon, ils se débrouillent quand même plutôt pas trop mal. Certains restent quand même confiants. Nous, c'est que c'est les plus isolés. Donc, on essaye d'intervenir au mieux. Par téléphone, c'est pas évident, mais ça se passe quand même plutôt bien. On arrive à faire des belles choses.
malgré le confinement. Donc, ça fait quand même du bien. On connaît l'engagement des petits bonheurs, effectivement, vers les personnes les plus isolées et vers les PVVIH. Alors justement, Dominique, est-ce qu'on peut rassurer un peu les personnes vivant avec le VIH? Est-ce que effectivement c'est un virus qui attaque plus facilement les personnes qui sont, alors on l'a vu, diabétiques, en obésité notamment, mais qu'est-ce qu'il en est effectivement pour les personnes vivant avec le VIH? Alors, on est en train d'étudier ça de très près. On pourra faire une intervention aussi rapidement d'ici 10-15 jours sur le sujet. Il semble que bon, je dois dire que les personnes infectées par le VIH, porteuses du VIH, elles sont très confinées chez elles. Hein, donc, quand même, il n'y en a pas trop qui ont fait des Covid importants. Mais d'après nos premières observations, ça n'a pas l'air d'être le déficit immunitaire qui joue, mais plutôt les facteurs habituels. Hein, c'est-à-dire que les patients qui ont une hypertension, un diabète, une insuffisance rénale sont plus à risque. Et quand on a 2, 3, 4 de ces facteurs, on est vraiment plus à risque. C'est ce qui sort. Et c'est ça qui est embêtant, c'est que parmi nos patients porteurs du VIH depuis longtemps, il y a quand même pas mal de gens qui ont un traitement antihypertenseur, qui ont un diabète, etc. Donc, ces gens-là, vraiment qu'ils fassent attention. Ça, c'est vraiment un message. Je pense que eux, il ne faut pas qu'ils se déconfinent trop vite, hein, interdit de sortir. Mais s'ils peuvent faire autrement, après le 11 mai, pendant quelques temps, ça serait vraiment préférable. Super. On va prendre une dernière question. Je vais réouvrir donc les micros de tous. Voilà, donc alors normalement, on va rétablir le protocole. Oui. Il y a une dernière question. Je voulais juste formuler ma question si c'est possible. Oui, Nicolas, vas-y. Ouais, en fait, ce que j'avais demandé à Jérôme, c'est pourquoi dans les essais, il n'y a pas de bras avec de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine en même temps. Parce que vu ce qu'il a fait dans le sud, pourquoi c'est pas reproduit à plus grande échelle? Oui, je suis d'accord avec toi, Nicolas. Je pense que les chercheurs n'ont pas trouvé quel était le rationnel de mettre l'azithromycine. Donc, ça n'a pas été mis dans les essais. Mais maintenant, ça manque. Hein, voilà. Alors, je crois que Raphaël a une question. Oui, Raphaël. en fait, j'étais déjà contacté pour des patients qui me demandent où est-ce qu'ils pouvaient faire un PCR et une sérologie pour faire des procédures indiquées pour le médecin. En fait, par exemple, il y a un patient qui doit faire une coloscopie. Son médecin lui a prescrit la PCR et la sérologie. Et donc, je ne sais pas si c'était déjà protocolisé de faire un PCR et une sérologie avant de faire une procédure. Y ça dépend aussi de quel type d'intervention il y a cette indication. On a décidé à l'Hôtel-Dieu que si des patients craignent d'avoir le Covid, ils peuvent venir se présenter à l'Hôtel-Dieu pour faire une PCR. Hein, il n'y a pas de souci. Pour la sérologie, je crois qu'il faut attendre un peu, hein, parce que, comme tu vois, on risque de donner des résultats faussement rassurants. On peut le faire, mais c'est vraiment un risque de rendre des résultats actuellement. Mais la PCR, si je ne vous souhaite pas. Est-ce que ça fait mal d'ailleurs? C'est pas agréable, hein, mais ça fait pas mal. Ah oui, ça fait pas mal, ok. Mais c'est désagréable. Et pour l'infirmière aussi, ça lui fait mal au bras parce que les patients lui arrachent à moitié le bras. Et non, c'est pas. C'est un petit moment désagréable. Bon, très bien. Merci beaucoup, Dominique. Merci à tous. Alors, je rappelle que vous pouvez donc retrouver l'intégralité de cette vidéo directement sur le site internet du Corévi Île-de-France Sud. La semaine prochaine, nous aurons donc avec nous Luc Ginaud, qui est donc de l'Agence régionale de santé. Il est donc directeur de la santé publique à l'Agence régionale de santé. Merci à tous. Je rappelle que Dominique est encore joignable sur donc le mail du Corévi. Donc, n'hésitez pas à lui poser toutes les questions dont vous avez besoin. On refera de toute façon régulièrement des points épidémiques parce que, comme vous l'avez vu, on n'est pas encore dans la possibilité de dire que le Covid-19 c'est fini, même si la tendance commence à être vraiment en train donc de ralentir. Et on attend donc de voir ce que va donner donc le confinement. Le confinement, on va en savoir un peu. Le déconfinement, pardon, on va savoir un peu plus à 13h si on va être déconfiné dans quelles conditions. Et de toute façon, je pense que on le saura vraiment le 11, dans quelles conditions, et savoir surtout s'il n'y a pas un rebond. D'ailleurs, Dominique, on parle souvent de la deuxième vague. Quel est ton point de vue sur cette deuxième vague?
Oui, je pense qu'il va y avoir une deuxième vague. Je pense qu'il va y avoir une deuxième vague. Il y a deux éléments qui vont s'entrechoquer, qui sont un peu opposés. Il y a le fait qu'on arrive à l'été et que les coronavirus circulent moins l'été, et le fait que les gens ne sont pas immunisés et qu'en recirculant, ils vont se réinfecter. Donc, je pense que malheureusement, il va y avoir une deuxième vague, mais peut-être un peu plus faible parce qu'on sera en été quand même. Ah, il y a beaucoup de questions. Oui. Aussi, dernièrement, on s'est aperçu que sur des analyses qui ont été faites de patients qui avaient été infectés et hospitalisés en pneumologie, la présence du virus remontait à le 29 décembre. Donc, a priori. Rapproche-toi, on t'entend très très mal. Ah. Bon. J'espère que. Est-ce que vous m'entendez là maintenant? Ah oui. Maintenant? Ok. Donc, a priori, des études ont été réalisées sur différents hôpitaux de l'Île-de-France pour des patients qui ont été hospitalisés fin décembre en pneumologie avec des formes sévères dont on ne connaissait pas trop l'origine. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est que le virus est arrivé bien plus tôt que prévu et que par rapport à une deuxième vague, on s'interroge aussi parce que si réellement le virus était arrivé au moment des fêtes de fin d'année, peut-être qu'on serait dans une deuxième vague et plus qu'il n'y aurait pas de troisième vague. Donc, il y a des théories un peu différentes à nouveau sur l'évolution et que pour l'instant, voilà. Et il y a aussi toujours cette question de régions, au sein des mêmes régions, des lieux qui sont très touchés et d'autres pas du tout. Et voilà. Après, il reste encore une interrogation parce qu'on parlait tout à l'heure de l'Afrique et des problèmes climatiques, mais on s'aperçoit qu'au Brésil, il y a aussi des météos très proches de celle de l'Afrique et le Brésil est très, très touché par le Covid-19, contrairement à l'Afrique. En tout cas, on laisse ça pour les prochaines publications et les prochaines informations de Dominique. Et on voit qu'effectivement, il y a tout un tas d'informations qui permettent effectivement de se dire qu'on n'en est pas fini avec le Covid-19. Merci à tous de nous avoir suivis. Moi, je vais juste redonner quand même les noms des associations qui s'occupent des patients vivant avec le VIH. Elles sont toutes sur le site du Corévi. Et peut-être Fred ou Vincent, si vous pouvez donner l'adresse des Petits Bonheurs, le site internet. Je sais que vous avez aussi un Facebook. Ouais, alors l'adresse, les petits bonheurs tout attaché @lespetitsbonheurs.org. Après, on a effectivement un Facebook et puis on a même un compte Twitter, je crois. Enfin, voilà, on est. Eh ben, c'est parfait. Et donc, de toute façon, on peut effectivement vous retrouver. Il y a aussi donc le comité des familles qui ont effectivement donc aussi un site internet. Et vraiment, si vous avez besoin, n'hésitez pas à aller les voir parce qu'il y a une vraie utilité à pouvoir donc se retrouver, se regrouper. Merci à tous et on se retrouve donc la semaine prochaine.